On en a sur d'autres VM et on en a fait un peu avec Polkadot aussi, notamment Kusama dans la stratégie Early qui a commencé en 2019. Et notre backend Wakweli est sur Polkadot aussi, mais c'est pas d'NFT. Eh bien, c'est une superbe transition. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Genai. Donc, je suis ambassadeur Polkadot et donc je suis là pour représenter l'écosystème Polkadot. Donc, Polkadot, c'est un méta-protocole, donc un layer 0 sur lequel on construit d'autres blockchains appelées parachains qui sont spécialisées, mais j'en rentrerai peut-être plus en détail un peu plus tard là-dessus. Et du coup, moi c'est Benjamin. J'ai travaillé quelques années pour IBM sur la blockchain Hyperledger Fabric, où j'ai déployé le premier projet français d'ailleurs sur Hyperledger Fabric. Et depuis 1 an et demi, je travaille dans l'écosystème Tezos pour Marigold, où je suis tech lead et en fait je fais beaucoup d'acculturation autour de l'écosystème Tezos et également le suivi des startups pour démarrer des projets de DApp. Merci. Par curiosité, qui dans la salle a déjà participé à la création de NFT, que ce soit en allant simplement minter ou en écrivant des contrats? Ok, donc il y a quelques personnes qui ont encore des besoins d'infos pour pouvoir décider. C'est parfait pour nous. Alors pour commencer, je voudrais vous demander, ce seraient quoi les grands critères à prendre en compte pour choisir une blockchain? Admettons que j'arrive, je m'intéresse aux NFT, j'ai envie de créer, que ce soit, je suis un artiste qui a envie de minter des NFT, une brand qui a envie de faire quelque chose avec, un jeu qui a envie de développer quelque chose. Quels sont les premiers gros critères sur lesquels je devrais me baser pour choisir la blockchain avec laquelle travailler? Je te laisse commencer. Je pense que c'est une décision qu'il faut prendre beaucoup de paramètres en compte. Ça dépend principalement de la stratégie adoptée. Quelle collection de NFT on veut faire, quelle est l'utilité, à quel public ça s'adresse et le public cible sur quelle blockchain il est principalement. Et ensuite, des questions de coût, les besoins de nombre de blocs par minute, etc. sur la chaîne. Donc, beaucoup de facteurs. Se faire accompagner dans la décision, je pense que c'est la bonne décision. Ouais. Je rajouterai, je suis entièrement d'accord avec Antoine, en fait, ça va être plus une question générale à n'importe quel projet qu'on va lancer sur blockchain Web3. En fait, il faut faire une analyse de nos besoins, de nos objectifs. Et suite à cela, après, on peut définir sur quelle blockchain on va aller en fonction des besoins. Je dirais que là, tu te passes du point de vue de l'artiste. Alors, si tu es vraiment un artiste, tu n'as pas forcément beaucoup de compétences en développement. Du coup, ce que je vois au niveau des artistes, c'est qu'ils regardent plusieurs critères, qui est le premier et le coût de mint, en fait, pour eux. Ensuite, ce sont les capacités de faire des royalties, parfois. Et comme ils n'ont pas de compétences forcément en Web3, en fait, ils vont s'appuyer sur des plateformes. Du coup, tout le monde connaît OpenSea, je pense. Donc, ils vont s'appuyer sur des plateformes en fait, qui leur donnent un service facilement d'accès aux NFT. Donc, sur Tezos, on a également des plateformes comme GKT, TIA, etc., où les artistes puissent minter directement leur NFT. S'ils ont un niveau un petit peu plus supérieur, on va dire, au niveau du développement, ils vont se tourner vers des white labeling. Donc, il y a des plateformes qui fournissent des SDK pour pouvoir minter directement. On a eu Terno hier. Donc c'est encore un niveau différent de l'artiste développeur. Il y en a certains qui sont des artistes développeurs et qui se débrouillent. Ils arrivent à utiliser des SDK et développer des marketplaces. Donc il faut différencier les artistes qui sont purement artistes et qui veulent juste utiliser une interface utilisateur. Et en fait, ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe autour, de ceux qui sont un peu plus développeurs et qui vont mettre les mains dans le cambouis et qui vont faire peut-être leur propre marketplace en fait et développer un vrai branding, etc. autour de ça. Ok. Est-ce que vous pensez que les critères sont les mêmes selon le type de projet qu'on fait? Typiquement, tu parles d'un artiste. Est-ce que tu penses qu'une brand ou par exemple, un studio de jeu qui a envie de faire quelque chose et d'intégrer de la blockchain va se baser sur ces mêmes critères? Ou est-ce qu'il y a des critères en particulier qui seraient plus relevants pour certaines verticales? Est-ce qu'il y a des use cases en particulier avec par exemple des groupes ou des brands avec qui vous avez travaillé, à qui vous avez recommandé des solutions en particulier?
Pour rebondir aussi ce que tu disais sur par exemple le minter d'OpenSea, nous on a bossé avec des artistes en mode consultant aussi et ce qu'on a vu c'est que tu peux facilement tomber dans les travers de minter sur le Open Store, donc le contrat général où il y a tous les assets sur OpenSea. Et si tu fais ça en tant qu'artiste, ben, ça va créer beaucoup de problèmes par rapport aux collectionneurs qui du coup vont voir beaucoup moins de valeur dans l'art que tu as fait par rapport à déployer leur propre contrat, quoi. Donc je pense que l'accompagnement reste important. Ensuite, par rapport à l'utilité des NFT qu'on veut faire, par exemple, si on fait un NFT pour le gaming, il faut qu'il y ait le tooling associé aussi, parce que si tu peux pas facilement créer une expérience avec tes utilisateurs à qui comprennent ou à laquelle ils soient habitués, ça va être difficile de faire de l'adoption. Donc là, au niveau wallet, on a principalement MetaMask qui domine. Donc pour lancer au moins un POC sur un jeu, voilà, un truc avec une EVM, ça sera plus simple dans un premier temps. Mais évidemment, enfin, il y a d'autres features qui sont apportées par d'autres blockchains qui sont hyper intéressantes, qu'il faut regarder aussi. Tout dépend de la stratégie, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et je rajouterais que par rapport au gaming, effectivement, il y a un critère qui va rentrer en compte, qui va être la TPS de chaque blockchain, parce qu'un jeu où ça, je pense qu'il y a des gamers dans la salle, mais il est impossible de jouer sur des jeux où on a 12 secondes de block time entre chaque action. Et donc là, on va aller se tourner vers des blockchains qui ont des TPS très élevés pour aller plus vite. Alors parmi les critères cachés en fait par rapport au NFT, et après je vais repartir sur le gaming, c'est le ownership. On n'en parle pas souvent, mais en fait il y a des plateformes qui vont vous bloquer en fait vos NFT. Vous n'allez pas vraiment être complètement propriétaire avec votre NFT en fait parce qu'ils vont tout contrôler de A à Z, le storage, etc., l'accès. Du coup, c'est quelque chose que les artistes ne voient pas, ne comprennent pas forcément, comme ils voient leur image JPEG, il y a marqué 404. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, ils commencent à s'en apercevoir que maintenant. Donc c'est la longévité en fait de vos NFT, est-ce qu'ils vous appartiennent vraiment, est-ce que vous avez vraiment la propriété quand on va voir du Sorare, lisez un petit peu la partie légale de Sorare pour savoir si vous êtes vraiment propriétaire des NFT chez Sorare par exemple. Vous allez voir que vous allez avoir des surprises. Donc c'est cette partie-là qui est cachée que ne voient pas les artistes. Ensuite, si on peut repartir sur le gaming, bah, si vous êtes venu à mon workshop hier, justement il y avait un jeu sur Tezos 100% on-game, on-chain. C'était intéressant de voir justement cette latency par rapport à des jeux. Donc il y a des jeux de tour par tour qui ne requièrent pas forcément beaucoup de TPS. Du coup, le critère de TPS, il peut apparaître sur des jeux où il y a beaucoup de demandes par rapport aux actions du joueur. Et là, on va se tourner vers d'autres solutions, pas forcément vers des layer 1, mais des layer 2, où en fait vous allez avoir une meilleure scalabilité. Donc la scalabilité, ça fait partie du coup les TPS, c'est un des critères, mais il y a la latency aussi. Si je peux faire qu'est-ce que c'est la différence entre la production de blocs et la termination, la finalité? C'est par exemple, si je prends sur Bitcoin, on va dire un bloc il est fait en 10 minutes. Okay, donc si je veux acheter une baguette de pain en 10 minutes, ok, ça va être un petit peu long, mais la terminalité de Bitcoin, elle est d'1 heure. C'est-à-dire que, en fait, pendant ces 10 minutes-là, j'ai fait un bloc, mais je dois attendre peut-être 6 ou 7 blocs après pour être sûr qu'en fait, ma transaction est passée. Et ça, c'est terrible. Au niveau de la UX, on ne peut pas faire ça. Donc Bitcoin n'est pas adapté déjà aux DApps et au Web3 avec des scripts, mais non plus n'est pas adapté à la UX qu'on a l'habitude de voir, en fait. Et on peut faire des comparaisons avec d'autres blockchains. C'est important de voir cette finalité, en fait, qui est la plupart du temps probabilistique. Donc on va dire que sur Ethereum, on a une probabilité en 15 ou 30 secondes d'avoir une finalité. Donc on est presque sûr qu'en 15-30 secondes, notre transaction est vraiment passée. Sur Tezos, on a une finalité qui est déterministe. Donc en 2 blocs, en 30 secondes, on est sûr qu'elle est complètement passée. Donc il faut voir ce côté probabilistique, où on a vu les passages d'Ethereum à Proof of Stake, où il y a eu d'énormes dramas l'année dernière, parce qu'il y avait une finalité qui a duré plusieurs heures sur un bloc, parce qu'elle était probabilistique. Les gens pensaient qu'au bout de quelques secondes c'était fait, mais en fait ça a duré plusieurs heures, parce que la blockchain s'est réorganisée derrière en fait. Juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, à savoir aussi que ça dépend beaucoup du design du jeu, parce que les transactions que tu as à faire in-fine on-chain ne représentent pas forcément beaucoup de volume sur ton jeu, quoi. Donc c'est pas forcément le seul critère non plus, les TPS et le déterminisme du temps de bloc. Oui, en fait ça dépend qu'est-ce que vous mettez dans la blockchain de votre jeu. Comme je disais hier, en fait, la plupart des jeux se disent Web3, mais ils ont 5 à 10% de leur jeu qui est Web3, c'est-à-dire la partie qui concerne les tokens ou les NFT en fait, qui sont dans leur jeu. Le reste du jeu est un jeu Web2 en fait.
Le jeu que j'ai présenté hier, par exemple, était à 100% on-chain. Tout le back-end tourne dans la blockchain. Donc, toute la logique business du jeu tourne dans la blockchain. Il n'est pas hackable. C'est une grosse différence, mais aujourd'hui, ça ne concerne qu'une minorité des jeux du marché. Ça concerne que les jeux qui sont un tour par tour, où vous pouvez faire même du civilisation. En fait, sur du layer 1, ça marche parce que c'est du tour par tour. Donc, vous avez 3 minutes pour jouer. C'est largement acceptable, en fait, pour un tour. Et au-delà de ces critères un petit peu, voilà, ces critères techniques, qu'est-ce que vous pensez des aspects un petit peu plus communauté, taille de l'écosystème sur la chain? Est-ce que vous pensez que ça compte beaucoup pour un projet? D'avoir par exemple, est-ce que vous préféreriez choisir une chain vraiment qui soit parfaitement optimisée, le plus rapide pour un jeu, ou une chaîne qui l'est un petit peu moins, mais qui a une communauté beaucoup plus grande, beaucoup plus de personnes actives sur la chain, un écosystème plus riche avec plus de tools? Comment vous faites le trade-off entre les deux? Comment vous choisiriez? Je dirais que ça dépend énormément en fait de l'objectif du jeu et de l'objectif du public visé. En fait, si on est sur un jeu Web3 avec un public et Web3, on va aller sur effectivement des blockchains avec une grosse communauté telle Ethereum, Polygon. Mais après, si l'objectif de ce qu'on construit, c'est on va dire le monde réel, là, peu importe la taille de la communauté sur la chaîne, parce qu'en fait, on va construire et gagner notre communauté à l'extérieur et l'amener on-chain d'une certaine manière. Ouais, si on crée un nouveau jeu qui s'adresse à des communautés plus Web 2 et qu'on build un système où l'utilisation de la blockchain est assez transparent, c'est quand même un bon vecteur pour l'adoption, pour pas apporter cette complexité de la blockchain. Je pense que c'est vraiment des bonnes opportunités pour builder dans un nouvel écosystème où il y a peut-être une communauté plus petite. Et d'un point de vue stratégique aussi pour le développement, les nouveaux écosystèmes qui se lancent ont pas mal de plans de financement en général, en donnant des subventions, des grants. Donc ça peut être une bonne décision stratégique aussi en fonction du besoin. Je dirais que j'avais un exemple justement en tête dans l'écosystème Polkadot. Récemment, on a Mythical qui est arrivé, donc qui est un énorme jeu aux US de football américain avec plusieurs centaines de milliers de joueurs, mais qui ne sont pas du tout Web3 et blockchain. Mais eux, Mythical est arrivé, c'est connecté à Polkadot, utilise la sécurité de Polkadot pour son jeu. Les utilisateurs, ils s'en rendent même pas compte. Je dirais que l'aspect communautaire, il est extrêmement important dans le Web3 en général. Malheureusement, tous les chiffres sont faux. C'est ça le problème. En fait, quand vous allez avoir un projet Web3 qui va se lancer, je dis la vérité, désolé, mais il va y avoir énormément de fausses transactions dans les jeux ou n'importe quel projet en fait, où vous avez des adresses. Grâce à BubbleMap maintenant, je ne sais pas s'ils sont ici, mais merci pour leur travail. Il y a des outils de visualisation qui permettent de voir qu'en fait, il y a des gens qui créent plusieurs adresses et qui font semblant d'avoir une communauté, mais en fait, il n'y a rien derrière. C'est juste pour créer du volume. Et comme les frais de gaz sont extrêmement bas dans les layers 2 en général, c'est très facile de faire ça. C'est plus difficile dans les layers 1 où il y a des frais plus importants dans certaines blockchains, mais voilà, quand le gaz est très peu cher, on peut créer des fausses communautés, faire croire qu'il y a une vraie communauté derrière. Donc je dirais faire très 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 attention à ce genre de choses. Il y a des stats qui sont publiés par exemple Messari, je ne veux pas faire de pub pour eux, mais ils sont assez bons, je trouve, dans la façon dont ils font des statistiques qui vont le nombre de real active users. Donc je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à essayer de déterminer qu'il n'y a pas de cluster à un moment donné où ils considèrent qu'un cluster compte comme un seul utilisateur. Et ils arrivent à recouper les informations pour savoir quel est le vrai nombre d'utilisateurs actifs, parce que c'est ça qui compte à la fin, c'est combien il y a d'utilisateurs actifs qui utilisent les apps. Voilà, pas juste des bots ou des fake stats. Ouais. Ça nous amène sur un sujet assez important dans la blockchain, la décentralisation. Alors, on a vu qu'il y a quelques chains qui se lancent, qui sont des layers 1, beaucoup plus rapides que le reste, mais beaucoup plus centralisés. Il y a certains apparemment use cases pour lesquels la décentralisation n'apporte pas tant. On a vu que des dApps s'étaient lancés sur des chains dont je ne donnerai pas le nom, mais assez centralisés. Est-ce que vous conseilleriez, est-ce que vous donneriez le conseil à quelqu'un qui veut créer des NFT d'aller sur une chain comme celle-là? Ou est-ce que vous pensez vraiment que la décentralisation est importante et que même si les perfs sont pas forcément les plus rapides sur des L1 totalement décentralisés, ça vaut le coup quand même de build dessus? Je dirais d'abord, de manière générale, qu'est-ce qu'on veut dire par décentralisation? Parce que c'est pour moi un mot qui est vraiment fourre-tout et qu'on utilise avec des intentions plutôt marketing à l'heure d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on parle du consensus de la blockchain? Est-ce qu'on parle de la décentralisation de son token qui est distribué à tous les utilisateurs? Donc il y a plein de questions à se poser comme ça avant tout sur qu'est-ce que la décentralisation avant de choisir
celle pour laquelle on est le plus intéressé. Plutôt le consensus, si on parle du consensus dans un premier temps, et la manière dont la chain fonctionne. Parce que, Ouais, je pense que dans les valeurs des crypto-monnaies et des NFT de manière générale, la décentralisation, c'est un concept qui est très important et qui est au cœur de ce qu'on est en train de créer. On voit tout le côté maximaliste aussi des gens qui ne croient que en Bitcoin par rapport à toute la thèse qu'il y a derrière et qui se pose en opposition complète avec les blockchains plus centralisées, maintenues par 5-10 acteurs qui se montent. Après, c'est des trade-offs aussi. Si on veut faire un jeu qui fonctionne dans un écosystème donné, ça peut valoir le coup d'utiliser un écosystème un peu plus centralisé pour faire des trade-offs. Mais si on veut créer vraiment des assets complètement immutables qui seront encore là dans 1000 ans, peut-être les monter sur Bitcoin, sur Ether, par exemple, c'est des choix qui sont beaucoup plus pertinents. Ça dépend encore une fois de la stratégie, quoi. Je dirais qu'aujourd'hui, on va dire que le mot décentralisation est encore à la mode. Du coup, il y a beaucoup de marketeurs qui vont lancer des chaînes qui se disent voilà, on est complètement décentralisé, venez chez nous, on est Web3. Malheureusement, il y en a très peu qui sont décentralisés. Alors, vous avez plusieurs façons de le déterminer. En fait, vous pouvez aller voir encore des stats de Messari qu'ils avaient publiés à chaque levée de fonds. Vous allez regarder par exemple les blockchains, quelle est la part des insiders, vous avez pas mal de camembert là-dessus, quelle est la part des insiders, quelle est la part de la fondation qui détiennent les tokens à l'origine du lancement du projet. Donc mettez un gros veto sur tous les projets ou tous les coins qui sont détenus par des insiders ou des fondations, ça veut dire qu'ils sont complètement centralisés. Donc ce sont une technologie, la plupart sont des technologies, donc des blockchains décentralisées. Par contre, sur des proof of stake, si tous les stakes appartiennent à une personne, vous êtes sur une blockchain qui est centralisée, donc ça ne sert à rien de faire une blockchain, vous êtes fait avoir. Donc faites attention sur ce critère-là. Ensuite, si je cite Vitalik Buterin, il dit qu'aujourd'hui la plupart de tous les L2 sur Ethereum sont avec des backdoors. Il a raison. Pratiquement toutes, je dirais 100%, ont des backdoors. En fait, aujourd'hui, je suis allé sur Arbitrum, Optimism ou les autres, ou même sur du Polygon. En fait, vous allez regarder qui détient vraiment les aspects de l'infrastructure, et c'est ça qui est important. Donc, si vous allez sur du Arbitrum, vous allez regarder qui détient en fait les serveurs d'Arbitrum. Il n'y a qu'une société. Donc, si vous avez une chaîne qui est détenue par une seule société, un seul VC, des venture capitalistes, ils ont la propriété en fait de tout ce que vous faites. C'est un peu comme chez Apple, hein, vous les donnez tout à l'écosystème, et en fait, ils détiennent tout. Donc, si vous avez des NFT sur Polygon, en fait, si Polygon décide du jour au lendemain de tout changer, vous n'avez plus vos NFT. Qui détient aussi les bridges parce que là, on parle des L2. Alors, vous avez des vrais L2 et puis vous avez des faux L2 comme Polygon. Vous avez des bridges en fait qui permettent de faire. Qui détient le bridge? C'est pareil, c'est la même question. Le bridge permet de transférer des assets d'un layer à un autre layer ou d'une blockchain à une blockchain. Qui détient ce bridge-là? Donc, il y en a qui se défendent en disant nous, on est du multisig. Ouais, vous êtes tous dans la même société, vous êtes cette personne. Ok. Donc, vous connaissez tous, donc c'est centralisé, désolé. Regardez si vous n'avez pas des bridges qui sont décentralisés ou qui sont insérés dans le protocole. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, nous, chez Tezos. On essaie de faire des bridges qui sont dans le protocole et du coup, ils sont décentralisés au niveau des nœuds, ce qu'on appelle des enshrine roll-up. Du coup, ils n'appartiennent à personne parce qu'en fait, ils sont sur tous les nœuds du réseau. Donc c'est moins hackable aussi, donc il y a plus de sécurité. Donc regardez qui vraiment détient l'infrastructure derrière toutes ces blockchains-là. Merci. Un autre sujet assez important, c'est l'aspect écologique de la blockchain. Est-ce que la blockchain est green? Est-ce qu'elle participe au réchauffement climatique avec de la proof of work ou autre? De quelle manière, est-ce que c'est un critère je ne vais pas dire est-ce que c'est un critère qui doit être pris en compte, mais dans quelle mesure ça doit participer à la prise de décision de la chain? Je te laisse commencer parce que je sais que c'est un sujet avec la chain avec laquelle tu travailles qui est assez important. Oui, dans ce qu'on regarde par rapport c'est lié au consensus. Donc à la conception même du Bitcoin, ça avait été écrit dans les discussions que c'était pas la meilleure solution écologique qui existe de faire du Bitcoin et du proof of work. Donc ils le savaient depuis le départ, ça n'a jamais été caché, mais ils considéraient que c'était plutôt neutre et la façon la plus décentralisée de faire quelque chose au départ. Donc il fallait bien commencer par quelque chose.
Et ils ont fait ça bien au départ. C'est juste que ça a pris des proportions qu'ils ne pensaient pas atteindre, vu le succès de Bitcoin qu'il y a eu au début. Donc là, on se retrouve dans une impasse écologique avec Bitcoin, mais tout le monde le sait, même si on essaie de faire ça de plus en plus vert. Le proof of stake a été longuement discuté, challengé, etc. Tezos a été un des premiers à passer au proof of stake dès sa conception, en fait. Il n'y a pas eu de passage au proof of work, qui est directement du proof of stake depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je pense que c'est la solution la plus écologique qui a été prise par la plupart des blockchains. Vous allez regarder toutes les blockchains qui sont avec des DApp, des vrais qui font du Web3 et des smart contracts. Ils sont sur du proof of stake. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution du point de vue, la plutocratie, est-ce que c'est comme ça qu'il faut aller? Mais en tout cas, c'est la plus écologique. On retrouve Tezos qui fait partie des meilleurs, comme d'ailleurs Polkadot, qui sont des meilleurs, on va dire, acteurs de l'écosystème. Vous avez des statistiques, cherchez en ligne, mais c'est vraiment très très faible. Si vous regardez vraiment la consommation des proof of stake, c'est très 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 faible. Si je peux vous donner juste un ordre de grandeur pour que vous compreniez, mais un an d'utilisation de Tezos ou de Polkadot, ça représente un aller-retour Paris-Los Angeles en avion. Voilà. Et ça, c'est toute la production. Je ne vais même pas donner de chiffres pour Bitcoin, vous les connaissez sûrement. C'est au niveau des États, hein, complètement, la production énergétique d'un État, donc voilà, comme le Portugal. Oui, et je rajouterais justement pour rebondir sur ce que je dis par rapport à Polkadot, pour faire une petite stat, en fait, la consommation annuelle de Polkadot énergétiquement, ça correspond à 7 foyers américains. Donc on est vraiment à une consommation extrêmement faible si on compare au modèle de Proof of Work tel que Bitcoin. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est une question de société, on va dire un peu plus générale à l'heure d'aujourd'hui, l'écologie. On en parle beaucoup et c'est un peu ce qui pêche et fait défaut dans l'écosystème du Web3. On nous reproche encore et toujours parce que les gens n'ont pas les bonnes informations, que c'est un écosystème, une industrie qui est très énergivore. Mais en fait, pas du tout. Là, on est en plus, en termes d'innovation, on bouge de plus en plus vers des systèmes tels que le Proof of Stake, justement, qui sont très énergétiques. Et ça, si on veut aller vers ce qu'on va dire la mass adoption, pour moi, c'est un critère qui est hyper important dans les projets d'aujourd'hui. Ouais, au niveau de la consommation d'énergie, c'est quelque chose de très important, d'autant plus si vous voulez lancer votre collection et si vous avez une marque associée à ça. Si vous vous faites associer à quelque chose qui détruit la planète, c'est pas fou. Mais c'est des débats qui sont vraiment hyper intéressants parce que Bitcoin, de base, n'était pas consommateur d'énergie. Enfin, en forquant Bitcoin, en faisant ta propre blockchain, c'est tout à fait possible de miner des blocs sur rien, parce que la difficulté évolue. J'avais même vu une super vidéo sur YouTube où il y a un gars qui mine du Bitcoin sur une Game Boy. Ah, ça va pas vite du tout. Je crois que le hash rate il est en secondes. Mais c'est quelque chose qui est possible, quoi. Et Bitcoin a vraiment servi de levier d'adoption en créant ce système pour prouver que la décentralisation était possible. Mais maintenant, c'est l'heure d'évoluer vers d'autres systèmes et il se passe plein de trucs intéressants dans tous les écosystèmes. Donc je vous invite vraiment à regarder les approches de chacun qui ont toutes des trade-offs. Et on va progresser là-dessus sur les années à venir. Il n'y a pas trop le choix, quoi. Côté des Zero Knowledge Proof aussi, qui sont complètement dans l'espace craqué, où c'est très dur de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de travaux très intéressants qui vont dans la bonne direction sur ce point-là. Sur les ZK Proof, du coup, on en parle de plus en plus, comme des chains, meilleur moyen de créer quelque chose, que ce soit le plus rapide, où la privacy le gérer au mieux et gérer au mieux. Mais c'est encore assez peu mature aujourd'hui. Il y a encore assez peu de ZK chain qui soient assez grosses. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup pour des brands ou justement des nouveaux acteurs d'expérimenter là-dessus tout de suite ou d'attendre un petit peu? Moi, je dirais qu'il faut faire très attention justement sur les ZK, pas par rapport à ce qu'elles proposent, mais par rapport à la bulle, on va dire au momentum, au marketing qui est autour de justement toutes ces nouvelles chaînes qui se lancent. On l'a vu au fur et à mesure des années pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Les momentum, ils changent constamment, on passe de chaîne en chaîne. Une chaîne qui appelle une nouvelle tech, un an plus tard, il n'y a plus personne dessus. On passe encore à une nouvelle et une nouvelle. Et donc là, il faut faire vraiment très attention quand on choisit son premier, où on le construit, parce qu'on peut le regretter plus tard. Moi, je pense que les ZK Proof, c'est l'avenir, mais pas tout de suite. En fait, on voit plein de stats aujourd'hui avec OK, on arrive à peut-être 30 secondes, je ne sais même plus. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est des supercalculateurs qu'il y a derrière. Donc, moi, ça me fait rire. Il faut un supercalculateur pour faire passer une preuve. Donc, ils sont pas au point
aujourd'hui par rapport à la performance. Ils savent très bien, donc ils trichent sur les chiffres. Néanmoins, la technologie est prometteuse, mais moi je ne vois pas avant 3-4 ans déjà pour faire tourner sur un ordinateur normal et encore, je suis peut-être optimiste là-dessus. Donc il y a une autre technologie qu'on parle un petit peu moins, mais pourtant c'est aujourd'hui celle qui domine et qui va dominer pendant encore des années, ce sont tout ce qui est des optimistic roll-up. Donc c'est une technologie qui est beaucoup plus simple et qui est basée sur la théorie des jeux. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un layer 2, donc, et on va laisser passer les transactions. Donc, on ne va pas se limiter à une taille de bloc qui est de quelques secondes, etc., comme dans un 1, mais en fait, on va laisser jouer les acteurs du jeu, qui sont les nœuds, faire leur travail. Et au bout d'un moment, il va y avoir une synchronisation avec le L1. Et à ce moment-là, on va voir qui c'est qui a triché. Il suffit qu'il y ait un seul bon acteur dans tout l'ensemble de ce L2 pour pouvoir faire avancer en fait ce layer 2. Donc un seul acteur suffit pour faire, on va dire, qui n'est pas malicieux pour faire avancer ce L2. Et l'optimistique, c'est ça en fait. C'est avoir un moyen de scaler, de laisser faire les gens jusqu'à un moyen, enfin un point de synchronisation, et on a un jeu de réfutation. Donc vous pouvez aller regarder sur les layers 2 sur Ethereum si vous voulez, nous on en a aussi chez Tezos, et regardez qui c'est qui font vraiment ce jeu de réfutation. Aujourd'hui il y en a très peu, c'est pour ça que Vitalik dit qu'en fait il y a tous des backdoors, c'est qu'en fait il n'y a aucun jeu de réfutation parce qu'ils sont tout seuls sur le réseau. Le but c'est qu'en fait il y ait plusieurs acteurs et des accusateurs sur ce réseau-là, et qu'à un moment donné ils se disent, ben alors il y en a un qui a triché, je vais récupérer son stake, etc. Et ça va pouvoir faire avancer. Donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse technologie pour faire ça. Déjà, donc c'est accessible tout de suite. Ça permet d'avoir un scaling qui est assez énorme, pour arriver à 1 million de TPS aujourd'hui en fait sur ce genre de choses-là. Mais néanmoins, on continue à avancer sur le ZK Rollup parce que c'est des preuves mathématiques et ça évite de faire ces optimistic rollup avec ce jeu de challenge entre les nœuds. Donc moi je pense que c'est l'avenir, mais pas tout de suite et surtout pas avec un supercalculateur derrière. Il faut que ça soit accessible avec des machines normales. Je dirais que c'est un mot qu'on voit beaucoup passer, les zero knowledge proof et tous les travaux qu'il y a autour. C'est moi qui l'ai mis sur la table aujourd'hui, mais je dois avouer qu'au-delà du concept général, je ne comprends pas trop le fonctionnement interne encore. Et je pense que ça fera vraiment la différence quand quelqu'un saura nous sortir une vraie solution avec des datas qui prouvent que ça va dans le bon sens, que moi, je n'ai pas encore vu arriver. Donc je sens qu'il y a un bon mouvement dans une bonne direction vers la décentralisation. C'est aujourd'hui le problème de la décentralisation des ZK Rollup, c'est qu'ils sont complètement centralisés aujourd'hui. Si vous regardez, en fait, ils appartiennent à Coinbase, que je suis chez Optimistic ou chez Arbitrum, etc. En fait, ils appartiennent à une seule boîte. Je suis tout seul sur le réseau. Je fais tout ce que je veux. C'est pas ça en fait. Si on veut un vrai L2 qui est vraiment plugué sur un L1, il faut que ce soit libéré, le L2 soit libéré, que n'importe qui puisse rejoindre ce réseau-là. Donc sur Tezos, nous, c'est ce qu'on fait avec les smart rollup. On permet à n'importe qui de rejoindre, de créer son rollup, et en fait c'est synchronisé avec le L1. Il faut que ça soit de l'open source, il faut qu'il y ait tous les outils disponibles pour n'importe qui puisse rejoindre ces réseaux-là en fait. Oui, pour appuyer ce que tu dis, je pense qu'effectivement il est très important en fait de faire attention et d'avoir une due diligence quand on choisit effectivement l'écosystème sur lequel on construit. Parce que là, si on se dit je vais construire sur un ZK Rollup parce que c'est l'avenir, mais ouais, sauf que si tu lances ton projet et que tu dois attendre derrière eux pour avancer au niveau de la tech et que tu attends qu'ils sortent leur fonctionnalité, mais ils te disent ça va sortir sur 2 ans, mais en fait ils vont mettre 8 ans à te le sortir, toi derrière tu prends du retard sur ton projet et tu peux pas avancer. Et ça peut être justement un killer pour ton projet. Donc peut-être mieux s'orienter vers quelque chose qui est solide, qui a fait ses preuves, qui est fonctionnel, et build ton projet, et après peut-être tu pourras envisager de switcher à un moment donné. Mais la priorité c'était quand même ton projet. Après, c'est vrai que c'est assez contradictoire parce que les chaînes ont besoin de premiers early adopters comme ça qui vont aller dessus pour créer des projets et justement galérer avec une solution qui ne soit pas toujours là pour que la chaîne puisse se développer et justement de maturer. Vous ne recommanderiez pas à certaines personnes de justement aller s'aventurer sur une nouvelle chaîne parce que vous y croyez? Parce qu'on aurait besoin de ça au final, j'imagine, pour l'émergence de nouvelles chaînes, s'il doit y en avoir. Je dirais que ça dépend vraiment en fait du projet en lui-même et de ce que vous voulez faire. Parce que si on parle de vrai business, on n'est pas là pour faire de la charité. Et donc il y a un vrai business model derrière, il faut que ça fonctionne et on ne peut pas miser tout sur des croyances ou sur un coup de poker. Il y a trop en enjeu, on va dire. On n'a pas parlé de la vraie raison en fait de pourquoi ça existe tout ça en fait.
Donc les gens peut-être se demandent, mais pourquoi on crée tous ces trucs là, tous ces L2? En fait, à la base, pourquoi on a créé des layers 2? C'est un problème de scalabilité. Hein. Si je donne des chiffres au niveau des TPS, Bitcoin on a 7 TPS, et transactions par seconde, 7. C'est vraiment minable. Si on passe sur d'autres blockchains, on est sur Ethereum, etc., on est à 20, je crois en moyenne, 20 ou 30 TPS sur Ethereum Layer 1. C'est pas terrible non plus. Après, on peut passer sur du 1000. Je crois que vous êtes sur 1000 TPS et nous aussi sur Tezos. C'est pas mal, mais quand même, on peut avoir une sacrée saturation. Même avec 1000 TPS, on est loin du Web 2. Et après, on est sur du Solana avec du 3000. Alors Solana, ils disent coucou, c'est nous les plus rapides, on est à 3000. Ok, alors niveau décentralisation, regardez Solana, vous allez rigoler. Et ensuite, regardez les machines qui font tourner Solana. Hein, c'est pas des Raspberry Pi. Hein. Il faut un sacré, il faut du. Voilà. Regardez la configuration minimum requise pour faire tourner du Solana. Donc, on a un vrai problème sur les performances. On n'adresse pas les mêmes choses. La plupart des applications que je vois aujourd'hui, en fait, elles n'ont pas besoin de performance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de performance. Alors, pourquoi aller sur des layers 2 si on n'a pas besoin de performance déjà? On peut rester sur des layers 1, ça marche très bien. Hein. Si je fais un site comme Amazon, ok, on a peut-être beaucoup d'utilisateurs, etc. Mais mon expérience Amazon, c'est un clic au bout de 10 minutes quand j'ai trouvé mon produit. Et ça, c'est facile à faire sur des layers 1, il n'y a pas de problème en fait. Là où on parle de scalabilité, c'est sur peut-être du jeu, du gaming, mais avec du vrai jeu on-chain. Là, on a besoin effectivement de beaucoup de scalabilité, ou alors beaucoup d'échanges sur Index, etc., où il y a beaucoup de gens et des robots en fait qui tournent. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a la création des L2? C'est même pas pour la scalabilité, c'est que les gens cherchent à faire baisser les coûts. Et quand vous avez de la scalabilité, forcément, en contrepartie, vous avez la baisse des fees. Et les gens, ils ont dit, bon, j'en ai marre de payer trop cher là, sur Ethereum pour faire minter un NFT, ça me coûte plusieurs dizaines de dollars, voire plus. Ils en ont eu marre, ils ont dit, bon, scalez-moi ça et faites-moi baisser les coûts. Du coup, il y a eu une grosse vague qui est arrivée sur les L2 en disant, oh, ok, nous, on va faire des coups bas. Donc, il y a eu, Polygon, je ne sais pas si on appelle ça un L2, c'est plutôt un bridge, etc. Mais tous les L2 sont arrivés à ce moment-là en disant, nous, on vous promet de baisser les frais à quelques centimes parce qu'on est capable de scaler. Et c'est ça qui a fait driver le marché vers les Layer 2. Et en fait, toujours, tous les Layer 2 disent, venez chez nous, on a les frais les plus bas. C'est qu'ils sont arrivés à capter en fait le côté monétaire du truc en disant nous on a des frais bas, venez chez nous. Et c'est aujourd'hui ça qui drive un petit peu le marché, je trouve. C'est le fait de proposer des frais bas. Voilà, venez chez nous, c'est quelques centimes. Mais au final, ça a été à l'origine fait pour de la scalabilité, pour des gens qui ont besoin de scalabilité, pas forcément de faire baisser les coûts. Mais à contrario, on perd sur la décentralisation et la sécurité à ce moment-là. On en revient, en fait, c'est le trilemme de la blockchain, qui est littéralement décentralisation, sécurité et scalabilité, qui sont les 3 points en fait, d'une blockchain où on a mis des années à trouver quelle est la parfaite réponse à ça. Tu vas avoir Bitcoin ou Ethereum qui sont justement décentralisés et sécurisés, mais pas du tout scalables, comme on a pu le voir sur certaines années. Et là, on voit arriver depuis quelques années une 3e génération de blockchain, j'appellerais ça, qui justement essaie de résoudre ce problème en déléguant en fait tout ce qui va être la scalabilité, les dApps, l'utilisation sur des sous-chaînes, donc peut-être les L2 sur Ethereum. Nous, chez Polkadot, c'est les parachains, et Sumdet sur Avalanche, Cosmos, un peu ce système-là aussi. Mais là, on est sur des modèles qui sont natifs à la chaîne et donc qui sont beaucoup plus sécuritaires que justement les L2 qu'on peut voir à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'un point important aussi, c'est vraiment de se poser la question, donc dans le produit que vous souhaitez développer, quelle est la raison pour laquelle vous avez besoin d'une blockchain en fait? Parce que quand on se pose cette question-là, on se rend compte qu'il y a plein de cas où c'est pas nécessaire. Si vous voulez monter une solution de supply chain où vous êtes le seul acteur en disant oui, la blockchain c'est mutable, c'est transparent, mais qu'il n'y a que vous qui maintenez le truc, en fait ça change rien. Vous allez juste mettre en place un système très compliqué sur lequel vous avez la main et que vous pouvez modifier in fine. Donc ça sert à rien. Pareil, si vous voulez faire une collection de digital assets en disant super, mais les joueurs ils peuvent se échanger de pair à pair, c'est super, mais que vous faites ça sur votre propre marketplace et c'est que à travers cette marketplace qu'on peut faire les échanges et que c'est pas compatible avec d'autres systèmes, peut-être que c'est mieux de le faire dans une base de données chez vous plutôt que de vous rajouter cette complexité technique. Donc la question c'est vraiment est-ce qu'il y a des besoins d'interopérabilité? Vous voulez l'utiliser avec plusieurs projets, vous voulez que vos assets ils se retrouvent sur un marché tel qu'OpenSea où il y a tout le monde qui est là, où il y a vraiment les gens qui ont l'argent et le volume qui se trouvent là, pas limité à une seule expérience. C'est ces questions-là qui se posent. Et pour donner un exemple, nous, ce qu'on fait avec Wackway, donc on est un protocole de certification pour les assets on-chain.
en fait, notre solution, elle n'est même pas on-chain actuellement. On est en train de la préparer d'un point de vue purement algorithmique, parce qu'elle fonctionne off-chain. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir on-chain pour qu'elle fonctionne, c'est nécessaire pour créer une économie autour d'un token et apporter la transparence nécessaire pour que le protocole fonctionne à travers de la game theory. Donc on va brancher tout ça à la blockchain une fois que la game theory est prête, en fait. Et c'est plus vraiment cette réflexion stratégique qui se pose dans le choix de la blockchain que pour faire de la blockchain pour faire de la blockchain, quoi, pour la hype, quoi. Au-delà, souvent de ces opérations marketing NFT, blockchain, super, mais qui sont souvent que des cash grabs sans beaucoup d'intérêt, en fait. Oui, je dirais que là, on est passé de quelle blockchain choisir à est-ce que vous avez besoin d'une blockchain. Donc, c'est encore la question qu'il y a avant. Merci de l'avoir posée, mais en gros, posez-vous la question est-ce que vous avez besoin de partager des choses, en fait, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de dApps, en fait, qui sont hybrides. Moi-même, j'en ai fait, parce qu'il y a certaines données que vous n'avez pas besoin de mettre en chain, en fait, parce qu'elles n'ont aucun sens. Déjà, elles coûtent cher. On ne met pas beaucoup de données dans la chaîne, ça coûte cher. Donc, vous pouvez faire des applications hybrides. En fait, ça peut être Web3, hein, une partie qui est off-chain et en fait qui est peut-être des données en fait sensibles et que vous n'avez pas besoin de les mettre on-chain, mais il y a des données que vous devez les mettre parce que c'est là où vous allez partager. Il va y avoir justement cette côté décentralisation. Tout le monde peut participer, acheter des choses, les échanger, etc. Et c'est ça qui est important en fait dans le modèle. Merci, ouais, c'est vrai que la question a-t-on besoin d'une blockchain est assez vitale. J'ai vu beaucoup de projets qui se lançaient, qui n'avaient effectivement pas besoin de blockchain, mais qui le faisaient parce que c'est un buzzword et parce que tout le monde voulait faire de la blockchain. Donc, ouais, très bonne question à se poser. Maintenant, si on se projette dans 10 ans, comment vous voyez l'avenir, l'écosystème dans lequel on est? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver vers quelque chose de multi-chain? On aura plusieurs layer 1, plusieurs ghost chains qui vont vivre entre elles et voilà, qui auront différents use cases. Ou est-ce que vous voyez quelque chose davantage centré autour d'un L1 avec plusieurs L2 bâtis autour? Et comment vous voyez l'interopérabilité là-dedans? Est-ce que vous pensez véritablement plusieurs chains interopérables ou une chain qui domine tout? Je te laisse commencer. Moi, je crois justement, en étant dans Polkadot, dans un avenir multi-chain, c'est ça qu'on essaie de construire. Et j'aime bien le comparer en fait au Web2, par exemple, aux boîtes mail. On en a plein qui sont différentes. On a Gmail, on a Yahoo, on a Hotmail, tout ça. Et au tout début, elles ne pouvaient pas communiquer entre elles. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, elles communiquent et on ne se pose même pas la question de comment ça fonctionne. Et dans 10 ans, j'espère voir en fait qu'on sera sur un Web3 multi-chain, mais les utilisateurs ne se rendront même pas compte qu'ils utilisent la blockchain derrière. Ils sont sur des apps, ils font leur business. Ils sont peut-être sur Ethereum, sur Tezos, sur Polkadot, mais ça transfère entre les chaînes de manière trustless et sécuritaire, sans que l'utilisateur s'en rende compte. Et ça, pour moi, c'est l'avenir, là où on verra enfin la mass adoption, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même si ça a été simplifié par rapport à quelques années sur comment utiliser une blockchain, c'est toujours trop compliqué. Les gens, ils n'ont pas envie de se casser les pieds à installer un wallet, à devoir faire des transactions, à changer de chain, à attendre les blocs, etc. Ça reste trop compliqué pour les utilisateurs lambda. Donc, j'espère que dans 10 ans, l'innovation aura changé tout ça. Moi, je pense qu'à un horizon 10 ans, il y aura quand même plein de chaînes qui vont subsister, parce que chaque chaîne a sa technologie, son écosystème, ses besoins. C'est un peu comme tout un panel d'entreprises et de solutions techniques qu'on peut utiliser. Donc je pense qu'il y en aura toujours énormément, mais peut-être quelques dizaines qui vont vraiment surnager pour répondre à tous ces besoins. Et je pense que la blockchain va en fait vraiment permettre de faire cette transition depuis le titre de propriété physique vers le titre de propriété digitale, en fait, qui est le NFT. Et ça, en se passant d'un tiers de confiance, donc pouvoir faire un transfert d'un bien immobilier sans passer devant le notaire, ce qui permet de réduire monstrueusement les frais, de limiter l'impact de la corruption, ce qui est vrai pour les NFT, mais vrai aussi pour les cryptos de manière générale. Et ça, à mon avis, c'est le vrai cœur technologique, de prouver qu'une alternative est possible à ces tiers de confiance, où on remplace les tiers de confiance par la technologie, et de créer un monde du coup où on dit attention, les acteurs centralisés, les banquiers, etc. Si vous faites n'importe quoi, les gens vont aller plus vers les techno-blockchain, et de créer un équilibre comme ça entre les solutions purement technologiques et les solutions avec des tiers de confiance, où l'un, ça se crée un équilibre entre les deux pour créer un système multiple où chacun a à peu près la moitié de ses assets d'un côté, l'autre moitié des assets de l'autre pour répondre à différents besoins. C'est comme ça que je le vois à un horizon 10 ans, moi de mon côté.
Moi, je vous apprendrai rien en vous disant que le futur n'existe pas. Donc, dans 10 ans, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans 10 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est sur quoi on travaille aujourd'hui et du coup, quels sont les impacts à 2-3 ans. Donc, il y a 3 axes principalement. Il y a un axe technologique qui est sous-jacent et que personne ne voit. En fait, c'est le combat des VM. Donc, aujourd'hui, on a 3 VM sur le marché. Au niveau technologique, on a le VM que tout le monde connaît plus ou moins entendu parler, qui est celle d'Ethereum. Vous avez Wasm, toi tu connais bien, parce que c'est la base de technologie de Polkadot, qui n'est pas forcément en fait du Web3. Hein. Wasm, c'est quelque chose de générique à la base. Et vous avez Michelson VM, en fait, qui est la VM qui a été développée pour Tezos, en fait. Et personne ne connaît à part les gens de Tezos. Du coup, il y aura ces 3-là qui vont se battre encore pendant quelques années. Elles ont le même but chacune, hein. Donc elles vont dans le même but, donc on verra bien comment ça va évoluer. Donc ça, c'est par rapport à la technologie. Le deuxième point, c'est l'axe économique. C'est celui qui va être le plus difficile, en fait. C'est le modèle économique. Donc là, on va parler de layer 0, layer 1, layer 2. En fait, sur les layer 1, le modèle économique, c'est celui qu'on connaît depuis aujourd'hui, c'est le Web 3. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui vont payer, faire passer les transactions validées, etc. Il y a des mineurs. Il y a un système économique qui est stable entre qui maintient l'infrastructure et qui la paye. Voilà. Donc ce modèle-là, on le connaît parce que c'est celui qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Sur les layers 2, c'est là où c'est très très difficile. Même moi, j'ai du mal, même chez Tezos, à comprendre quel va être le modèle économique sur des layers 2. C'est assez compliqué, il y a plein de modèles, mais il ne faut surtout pas aller vers la centralisation parce que ça, c'est pas un modèle économique Web 3. C'est du Web 2, alors allez sur Amazon hein, si vous voulez faire du layer 2 centralisé, ça coûtera beaucoup moins cher. Et ensuite, le dernier axe, c'est l'axe que tu as parlé, c'est l'axe UX, en fait, utilisateur final, Madame Michu. Et celui-là, on y travaille aujourd'hui dans toutes les blockchains. Hein. Vous avez sûrement entendu parler de la compte abstraction. Aujourd'hui, on essaie de cacher en fait tous ces problèmes du UX par rapport au Web3, faire du gasless, etc. Et ça implique de faire des choses pas très catholiques par rapport au business économique du Web3. Donc, on essaie de cacher des choses pour faire que ça soit seamless. Il y a beaucoup de choses qui se font, des choses un peu on-chain, beaucoup off-chain. Je ne sais pas qui va gagner sur la solution parce qu'il y a plein de use cases différents. Quand on parle de la compte abstraction, on croit que c'est un seul truc qui va résoudre tout. C'est complètement faux. En fait, il y a énormément de use cases différents et toutes les solutions, elles sont très différentes entre elles pour chacun des use cases. Donc, c'est un gros paquet. Il y a plein de choses dedans. On va voir comment ça évolue. Mais à chacun, on se regarde entre les blockchains pour savoir qui fait le mieux, en fait. Merci, messieurs. On va pas avoir le temps pour des Q&A, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour synthétiser, pour une personne qui vient vous voir, qui ne connaît rien, qui demande qu'est-ce que je dois choisir comme blockchain en 15 secondes, en une phrase, en une chain. Bon, on la connaît déjà chacune de votre chaîne. Bon, un mot de la fin, sinon, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour clore tout ça? On va répondre comme les avocats, hein. Ça dépend. Bonne réponse. J'allais dire exactement la même chose en fonction de vos besoins. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, effectivement, chacun. Si vous avez plus d'amples questions, c'est avec plaisir qu'on pourra y répondre et continuer le débat par la suite. Et voilà, venez discuter, posez vos questions, faites-vous accompagner, trouvez de l'aide pour prendre vos décisions au choix, parce que c'est un monde qui est encore cruel, où c'est obscur, il y a beaucoup de points technologiques, il y a beaucoup d'arnaques basées sur l'incompréhension. Donc venez dans ce type de conférence et parlez aux gens quoi, pour trouver la solution idéale. Oui, bah, venez nous voir. Alors, il y a beaucoup de côté mystique. On croit que tout ça, c'est de la magie, mais en fait, derrière la technologie, c'est très sérieux ce qui se passe derrière. Malheureusement, il y a trop de mystique autour de ce qui se passe. En fait, si vous ne parlez pas avec des experts comme nous, vous n'allez pas comprendre en fait ce que vous faites. Donc, ne vous laissez pas faire prendre par le speech en fait marketing de la plupart des blockchains ou des projets qui viennent vous voir. Allez voir les builders, les gens qui travaillent dans le milieu, et posez-leur de simples questions et vous allez comprendre en fait comment ça se passe. Ils sauront vous expliquer avec des mots simples. Voilà. Puis c'est la Token Family, c'est hyper ouvert. Vous pouvez vraiment parler à tout le monde, quoi. Tout le monde sera ravi de discuter avec vous. Hein. N'hésitez pas. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous.